Nous avons parlé de la branche de gauche du Y, c'est-à-dire emprunter votre propre chemin, votre prochaine étape de la vie lors de la dernière capsule. Et donc, nous sommes rendus au 5e point cardinal psychologique et c'est un thème dont je parle, je dirais très rarement, j'en parle uniquement dans les formations avancées comme précog. Ce n'est pas vraiment quelque chose dont je parle dans les médias parce que c'est un thème qui est délicat, c'est un peu tabou et c'est important d'en parler de façon très respectueuse. Et le thème, ce sont les archétypes. Un archétype, c'est un modèle d'humain. C'est une espèce de moule de base desquels découlent des variabilités différentes de ce moule-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous avez probablement vu des histoires, des légendes, des mythes, la mythologie. Et dans les histoires, les mythes, la mythologie, il y a des personnages. On reconnaît les personnages. On reconnaît le méchant, on reconnaît le magicien, on reconnaît le guerrier, on reconnaît le dieu, on reconnaît le fou du roi. On reconnaît les personnages. Ces personnages-là sont des archétypes. Les archétypes sont des modèles d'humains basés sur ce qu'on retrouve et sur ce qu'on retrouve encore dans la population, mais ce qu'on retrouvait historiquement dans la population en général. Donc, toutes les histoires, même les films qu'on regarde encore aujourd'hui, les personnages qu'on voit dans les films sont tirés d'archétypes. Et dans toutes les légendes, on est capable de repérer ces archétypes-là et on est capable de repérer ces personnages-là. En quoi c'est important? C'est qu'on porte encore aujourd'hui ces archétypes-là dans nous. C'est vrai qu'on n'est plus autant stéréotypé que dans les légendes, dans la mythologie. On n'est plus des chevaliers, des guerriers, des magiciens, des rois, c'est vrai. Mais on porte encore ça. C'est pas quelque chose dont on parle beaucoup parce que ça mêle la physicalité, notre enveloppe corporelle, une partie de notre personnalité. Et c'est un peu un tabou de parler de notre corps, de parler de notre apparence physique. Et moi, je comprends que ce soit un tabou, je comprends que ce soit délicat, tout à fait. Mais on habite dans un corps. Vous avez votre propre corps, vous avez votre apparence, vous avez votre génétique, et vous l'avez pas choisi. On est avec un corps, et le corps est perçu d'une certaine façon. Donc, notre image a des impacts sur la façon dont on est perçu, et je pense que c'est important d'en parler. C'est important d'en parler parce que on n'a pas nécessairement une bonne relation avec notre corps, notre apparence physique. On essaie beaucoup de se changer. On essaie de correspondre à des normes. Parce qu'on veut être dans notre meilleur avantage, on veut être aimé, on veut s'aimer soi-même. Mais on est tous différents. Et les archétypes, c'est la théorie qui part non seulement de la mythologie et des histoires, mais plus récemment de Carl Jung, qui est un psychanalyste. Et Carl Jung, il a amené l'idée des archétypes dans ce qu'on appelle l'inconscient collectif, c'est-à-dire dans une société, il y a, selon Carl Jung, des patterns d'humains qui existent dans toutes les sociétés, qui s'appellent l'inconscient collectif, et ça se révèle à travers différents types de physique. Et on habite dans un corps, et ce qui est intéressant, c'est que dépendamment de notre corporalité, on crée des impacts dans notre environnement, et cet impact-là est renforcé ensuite sur nous, ce qui a tendance à consolider notre propre image. Je vous donne un exemple. Un homme qui mesure 6 pieds 5, qui est énorme, qui a une grosse barbe, qui rentre dans une pièce, va créer un impact X. Toutes les personnes vont détecter, il va avoir une espèce d'impression. Rapidement, ça se fait comme ça. Puis un autre homme qui pèse 110 livres, qui est plus chétif, qui a une autre physicalité, va pas créer le même genre d'impression. Le corps crée des impressions, a tendance à être renforcé dès l'enfance et ça a tendance à teinter nos renforcements, ça a tendance à teinter dans quoi on est valorisé, où les gens nous voient et ça a tendance à influencer nos intérêts. Ça a tendance à influencer où on veut être renforcé et valorisé dans une société. Donc, notre apparence physique et notre corps va influencer nos intérêts,
nos capacités et aussi la façon dont on est valorisé dans un système. On parle jamais de ça en psychologie parce qu'on a tendance à dire, oui, la psychologie, c'est juste le monde interne, c'est la personnalité, c'est le cerveau. Mais c'est pas vrai. Il y a une interaction entre le cerveau, la personnalité et le corps. Et moi, dans mes formations, je suggère de l'aborder. Ça ne veut pas dire qu'on est prisonnier de notre corps et c'est du déterminisme. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que, oui, on vit dans notre peau et juste la forme de notre visage a des répercussions sur notre interlocuteur. Quand je regarde une personne, c'est, je dirais maintenant, naturel ou automatique pour moi que je vois quel genre d'archétype cette personne-là porte et je suis capable de ressentir ce que cette personne-là veut, quelles sont ses forces et comment elle les exploite, typiquement. Et le fait d'avoir une connaissance sur les archétypes, ça facilite votre empathie vers les autres parce que vous êtes capable de dire, ah, cette personne-là, il y a des chances que ça la touche particulièrement. Elle valorise tel genre d'intérêt. Ça va être ce qui lui fait peur. Donc, cette personne-là va éviter tel genre de situation, tel genre de choses. Ou elle va vouloir viser telle chose. Donc, les archétypes aident à donner une espèce de grille qui accélère l'empathie pour aller déceler des caractéristiques d'une personne. Ceci dit, c'est délicat parce que jamais je dis ça à une personne. Quand je rencontre une personne, je lui nomme jamais les archétypes. C'est quelque chose que je peux penser. Ah, puis ça veut pas dire que j'ai raison, ça veut pas dire qu'il faut catégoriser une personne. Absolument pas. Ça sert pas à faire de la catégorisation. Ça sert à éveiller une espèce de sensibilité à l'autre, et une sensibilité pour se mettre à la place de l'autre personne. Plus on est capable de comprendre les archétypes qui habitent une personne, plus ça va être facile de déceler des forces et ça va être aussi plus facile d'augmenter ces forces-là. L'autre chose, c'est que des fois, une personne a une tendance à un archétype. Je donne un exemple, le bouffon, qui est un archétype. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui sont toujours drôles. Leur façon de rentrer en contact, c'est de faire des blagues. Ils font que des blagues, ils sont toujours drôles. Il n'y a jamais un moment de silence. Ils sont tout le temps en train de briser le silence, sont tout le temps en train de puncher. C'est correct, leur archétype de bouffon est très fort. Le problème, par exemple, ça c'est un exemple, si cette personne-là veut développer des relations intimes, si cette personne-là veut développer un poste de leadership, ce ne sera pas avec son archétype de bouffon. Ce ne seront pas avec ses forces de bouffon qu'il va y arriver. Parce que, par exemple, un bouffon a de la difficulté à créer de l'intimité, alors que c'est de l'intimité dont il a besoin pour développer des relations amoureuses. Et c'est avoir du courage et du leadership pour avoir un poste de gestion, par exemple. C'est pas avec des outils de type bouffon. Donc, quand une personne, par exemple, dit « Voici ma branche de gauche, c'est là où je vais aller », c'est très bon de savoir quelles sont ses forces avec ses archétypes dominants. Et on peut dire « OK, pour sa prochaine étape de Y, sa branche de gauche, il faut développer tel genre d'habileté. Et là, il faut planifier des migrations entre, par exemple, l'archétype de bouffon vers développer d'autres archétypes, par exemple, de roi, par exemple, ou de sage, ou de magicien, qui sont tous des archétypes qui sont différents, mais qui vont l'amener à la prochaine étape de sa vie. Selon la théorie de Jung, il y a 12 archétypes. Maintenant, c'est vrai que c'est pas de la science qui est très solide. Okay? Quand on rentre dans la psychanalyse, quand on rentre dans le monde de l'image, dans les archétypes, on n'est pas dans de la science pure et dure. Okay? Fait que ça, c'est très important quand même de le nommer. C'est quelque chose qui est assez théorique, ce sont des essais, ce sont des écrits. Mais d'un autre côté, on ne peut pas nier que quand on regarde un film, on veut se repérer dans les personnages et on reconnaît les archétypes. C'est évident. Dans la vie réelle, c'est un peu la même chose. Mais c'est juste que dans la vie réelle, même si Jung dit qu'il y a 12 archétypes, il y en a plus que ça. Parce qu'il n'y a pas des archétypes purs, on est des espèces d'hybrides. Donc, par exemple, vous qui regardez ce vidéo-là, vous avez plusieurs archétypes typiquement dans votre corps qui est reflété non seulement par votre énergie, mais votre corporalité, mais probablement aussi vos intérêts. Donc, on est des archétypes qui sont hybrides maintenant. À différents moments de notre vie, il y a certains archétypes qui vont sortir plus que d'autres et l'âge et le vieillissement qui est en lien également avec notre physicalité va faire varier certains archétypes et donc on va se valoriser différemment à différentes étapes de notre vie, dépendamment
de l'archétype qu'on essaie de valoriser ou d'amener d'amener de l'avant dans nos comportements et dans notre façon d'être valorisé. Et je veux vous dire que c'est peut-être un peu confrontant, parler des archétypes, qu'on en parle plus précisément dans les cours, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Parce que c'est une façon de voir les forces d'une personne. Et en ayant conscience des archétypes, tu peux voir qu'est-ce qu'une personne essaie de valoriser, en quoi elle est bloquée à certains niveaux, à certaines étapes de sa vie. Et si on veut prendre, cette personne-là veut prendre par exemple sa branche de gauche du Y, il y a certains éléments de tel archétype dans elle qu'on va mieux utiliser, puis il y a certains éléments d'un ancien archétype qu'on va moins utiliser parce que cette personne-là va avoir tendance à dépendre de ces vieux patterns-là, va prendre des branches de droite. Donc, les archétypes permettent une lecture d'une personne, pas pour la critiquer, pour voir du potentiel, avoir une analyse qui est plus précise de cette personne-là, puis voir cette personne-là, elle a tel genre d'archétype. La prochaine étape de cet archétype-là, parce que chaque archétype se déploie, se développe d'une certaine façon. Et tu peux planifier le développement d'une personne en te référant aux archétypes. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Carl Jung parle de 12 archétypes, mais il n'y en a pas seulement 12. Si vous voulez mon opinion, il y en a beaucoup plus que 12. Et il n'y en a pas seulement un nombre limité. Il y a des hybrides, il y a des croisements entre les archétypes. Et même dans la société moderne, il y a maintenant des nouveaux archétypes qu'on appelle les anti-archétypes, c'est-à-dire des nouvelles tendances sociales qui font en sorte qu'une personne essaie de ne pas s'identifier à aucun archétype. Donc, ce sont des personnes qui tentent d'éviter une quelconque association dans les archétypes. L'autre chose, c'est que chaque archétype a comme ses forces, OK? Par exemple, je vous donne l'archétype du guerrier. Chaque archétype a une force qui est distribuée en hiérarchie. Donc, dans l'archétype, par exemple, du guerrier, tu as des guerriers qui sont plus forts que d'autres, même si on parle du même archétype du guerrier. Il y a un autre archétype qui s'appelle l'innocent ou l'enfant innocent. C'est un autre archétype. Ce ne sont pas les mêmes armes que le guerrier. Par exemple, le guerrier, ses armes, c'est le courage, atteindre des objectifs, mener des grands projets, défendre quelque chose. Ça, c'est les armes, par exemple, parmi les armes du guerrier. Les armes de l'enfant innocent, c'est l'invulnérabilité. C'est-à-dire que puisque cet enfant-là est vulnérable dans son archétype, personne n'est capable de l'attaquer. Donc, c'est un archétype qu'on n'est pas capable d'attaquer. On n'est pas capable de chicaner cette personne-là. On n'est pas capable de la faire sentir mal. Donc, l'archétype de l'enfant nous fait tout le temps casser. On n'est pas capable de se fâcher contre cet archétype-là. Et je suis sûr que vous avez des images dans la tête. Il y a des personnes que on n'est pas capable de rien leur refuser parce que c'est comme... On peut pas leur en vouloir jamais. Ils ont ce don-là. On ne peut pas se fâcher contre eux. Et ils ont comme une espèce de muraille. Et on est tout le temps en train de les secourir. On est tout le temps en train de les aider. Donc ça, c'est les armes, par exemple. Parmi les armes de l'enfant innocent. Mais au fur et à mesure qu'une personne vieillit, forcément, elle va changer d'archétype. Tu ne peux pas conserver l'archétype de l'enfant innocent toute ta vie. Donc, il existe des ruptures en fonction de l'âge qui forcent l'émigration d'un archétype à l'autre. Donc, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, une personne est rendue à 39 ans, 40 ans, et cette personne-là n'a pas appris d'autres armes reliées à d'autres archétypes plus matures, et se réfère continuellement aux armes de l'enfant ou de l'innocent. Cette personne-là va être complètement tirée dans deux spectres différents. Ça va être une personne qui est dans un corps d'adulte, mais avec des stratégies d'innocent et d'enfant. Donc, cette contradiction-là va être un sérieux problème et un sérieux conflit interne à l'intérieur d'une personne. Ça, c'est un problème. Donc, ce qu'on peut faire, c'est être capable de faire le deuil de ces habiletés-là, de ces outils-là d'enfants qui étaient surutilisés et faire la transition vers des outils d'archétypes plus matures, plus de mère, plus de leader, plus en position hiérarchique élevée. C'est tout un autre archétype, ce sont plusieurs autres archétypes, et ça se développe. Mais une personne qui est prise au piège dans un archétype qui est rendu non fonctionnel ou en inadéquation avec sa physicalité va avoir des problèmes à se valoriser sur le plan social. Ça fait partie de cette lecture-là que permettent les archétypes.
Donc, pour ceux que ça intéresse, on va pouvoir en parler plus longuement dans des formations si vous voulez, comme celle de Précog qui s'en vient. Mais je peux déjà vous dire que vous habitez dans un corps et vous portez différents archétypes dans vous qui ont été fort probablement renforcés depuis l'enfance, surtout depuis la puberté probablement, parce que souvent le corps se développe un petit peu plus dans cet âge-là. Et vous portez ça à l'intérieur de vous. Donc, je vous lance le défi de vous de vous regarder dans le miroir et vous poser la question quel type d'archétype vous portez en vous et comment vous l'exploitez. Ce sera quelque chose qu'on va pouvoir approfondir dans le futur, plus tard. Alors, on se revoit dans la capsule numéro 7, donc 7e point cardinal psychologique d'orientation, et on va parler de communication et l'importance des habiletés de coaching dans notre quotidien.